Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors à partir de maintenant, chaque semaine, je vais me faire un petit kiff. Je te lirai un passage de livre qui traite de rêves lucides évidemment. Et ça s'appellera la lecture de minuit parce que la vidéo sera postée à minuit. Du coup, là, je vais te faire un passage du livre qui s'appelle Le théâtre de la guérison de Jodorowsky. J'ai retrouvé ça un peu qui traînait chez moi et c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que Jodo, il a une grosse expérience niveau rêve lucide. Alors, c'est une interview, c'est Gilles Farset qui interviewe Jodorowsky par rapport à son parcours de vie. Le livre est super intéressant et là, je vais te faire un extrait du chapitre qui traite des rêves lucides. Alors accroche-toi parce que si tu connais un petit peu le personnage de Jodorowsky, tu sais que c'est un gars qui repousse les limites. Il aime flirter avec les extrêmes et les tabous. C'est ça qui est intéressant parce que en fait, quand tu regardes un petit peu son œuvre à Jodorowsky, ça te pousse à remettre beaucoup de choses en question, à regarder les choses sous un autre angle et à aller très loin en soi quelque part. Je te laisse écouter ça et puis on se retrouve après la semaine prochaine pour la suite de la lecture. Ciao! J'ai eu l'incroyable chance de faire mon premier rêve lucide à l'âge de 17 ans. Dans le rêve, je me trouvais au cinéma où l'on projetait un dessin animé digne de Dali. Soudain, je me suis vu assis au milieu de la salle et j'ai réalisé que j'étais en train de rêver. J'ai regardé vers la sortie, mais comme je n'étais qu'un adolescent dépourvu de toute culture spirituelle ou psychanalytique, je me suis dit « Si je passe cette porte, je vais entrer dans un autre monde et mourir ». J'ai été alors saisi de panique. La seule solution était de me réveiller. Et j'ai fait d'énormes efforts pour sortir du rêve, jusqu'au moment où il m'a semblé monter des profondeurs vers mon corps qui se trouvait comme en surface. Tout d'un coup, j'ai réintégré mon enveloppe et me suis réveillé. Ce fut ma première expérience pour moi tout à fait terrifiante. Par la suite, j'ai commencé à me familiariser avec le rêve lucide. Comment être sûr que l'on rêve? Après tout, je pourrais tout aussi bien décider maintenant, tandis que nous nous entretenons que je suis en train de rêver. Au début, je procédais à une vérification. De mes deux mains, je prenais appui dans l'air, comme sur une table invisible et me lançais vers le haut. Si je flottais, je savais être en train de rêver. Ensuite, je faisais un looping et commençais à travailler sur le songe. Je vais vous lire un rêve lucide noté dans mon cahier jaune en 1970 et qui revêtit pour moi une importance particulière. J'y mis en effet, pour la première fois en pratique, la technique précédemment décrite. Je suis seule dans une maison inconnue. Tout m'a l'air absolument réel, mais sans savoir pourquoi, puisque rien ne me l'indique. Je me dis, peut-être suis-je en train de rêver. Si je rêve, il m'est possible de voler. Voyons voir. Je fais un effort, prends appui sur l'air avec les mains et me lance vers le haut. Je flotte dans la pièce. C'est un rêve, me dis-je. Je décide de profiter de cette expérience pour bien voler. Non pas me regarder voler, mais me sentir voler. Je fais un tour complet sur moi-même, je monte et descends. Je suis satisfait. Je décide de planer dans toute la maison. J'avance le long d'un couloir, arrive dans un salon obscur. J'aperçois dans un coin un couple d'enfants d'âge d'à peu près 5 ans. J'avance vers eux pour mieux les voir. Ce ne sont pas des enfants, mais deux vieux gnomes maigres et ridés. Ils rient et se cachent. Ce sont les esprits de la maison. Ils ont un air inquiétant. Ils ne se montrent pas et me rejettent. Ils disparaissent parmi les ombres, se moquant toujours de moi. Je n'ose pas les chercher. Le rêve m'absorbe. Je perds ma lucidité. Je voyage dans un autobus qui n'a ni chauffeur ni passager. J'aperçois par la vitre un bois pétrifié. C'est probablement un rêve, me dis-je. Je vais vérifier. Je vole, sors du véhicule en traversant la vitre et plane dans le bois. Je cesse à nouveau d'être lucide. J'apparais dans un sous-sol devant une fenêtre opaque. Immédiatement, je me dis « Pour sûr, c'est un rêve ». Je tente de sortir par la fenêtre en volant mais n'y parviens pas. J'ai la sensation que les murs ont plusieurs mètres d'épaisseur. Je dois les traverser. Cela me paraît impossible. Je m'astreins à le tenter. Je traverse le mur sans difficulté et sors dans l'espace, un ciel bleu où je flotte parmi les nuages. Me laissant porter par un vent doux, je me dis « Je profiterai bien de ce rêve pour voir mon Dieu intérieur ». Soudain, je me sens envahi d'une profonde lassitude, laquelle, en fait, prélude à une grande peur. Je me donne des excuses. C'est un travail très dur, je ne suis pas encore prêt pour la rencontre, je vais la remettre à une autre fois. Je me réveille, d'une part heureux d'avoir découvert une technique me permettant de savoir si je rêve, mais d'autre part irrité de ma faiblesse et de mon manque de courage. Dans mon cahier de rêve, j'écris le commentaire suivant. Je crois que le moment est venu de me décider à aller plus loin dans le rêve lucide. Prendre des risques. J'ai encore peur de mourir, je n'ose pas. J'aurais dû me plonger dans l'inconscient jusqu'à trouver le Dieu intérieur, avoir confiance en lui. J'aurais dû prendre en chasse les gnomes, leur faire face, leur parler sans que leur moquerie me perturbe, entrer en relation avec eux,
connaître leurs secrets. J'aurais dû créer des mondes, traverser la mort, aller au centre de mon être, vaincre monstres et terreurs. J'espère me montrer plus audacieux la prochaine fois et dominer la peur. Je dois aussi trouver des alliés et les accepter, ne pas toujours faire le travail seul. Votre pratique du rêve est, je suppose, passée par différentes étapes. J'ai commencé par être le maître du jeu. Je me disais, je veux voir passer des éléphants en Afrique. Quelques secondes plus tard, je me trouvais en Afrique et regardais passer un troupeau d'éléphants. Je pouvais changer de décor, décider d'aller au pôle Nord, voir des milliers de pingouins. Cela me procurait un tel plaisir que je finissais par me réveiller. Par la suite, je me suis livré à toutes sortes d'expériences sur moi-même. Désirant savoir ce qu'était de mourir, je me suis jeté du haut d'un édifice et me suis écrasé à terre. Immédiatement, je me suis retrouvé vivant dans un autre corps parmi la foule qui regardait le cadavre du suicidé. J'ai ainsi découvert que le cerveau ignore la mort. Une autre fois, j'ai décidé de me faire posséder par un dieu mythique. Avez-vous eu un orgasme féminin ? Écoutez, Gilles, l'expérience de cette pénétration fut plus complète que celle d'un rapport sexuel ordinaire. Ne perdez pas de vue que je travaille avec des images oniriques qui dépassent les limites de la réalité. Afin que vous compreniez mieux ma démarche, je vais vous lire le rêve tel que je l'ai scrupuleusement noté dans mon cahier, à la date du 9 avril 1978. Je suis dans un dortoir, couché sur le sol entre deux lits jumeaux. J'ai le dos appuyé contre le mur. Devant mes pieds apparaît un in-bûche. Un quoi ? Laissez-moi vous expliquer. Le soir précédant ce rêve, je me trouvais dans un café avec un exilé chilien que j'interrogeais au sujet du folklore mapuché. Il me raconta que, d'après la légende, les sorciers de Chiloé enlevaient les jeunes enfants et les mutilaient pour que, devenus monstrueux, ils leur servent d'assistants sous le nom d'in-bûche. Ce terme explicité, je poursuis ma lecture. Un nain aveugle, nu, avec une peau de poulet plumée, la bouche en bec d'oiseau, des moignons en guise de bras, un torse tordu et des jambes arquées. Une sorte de grand fœtus aussi inquiétant qu'horrible. Je me dis, c'est un dieu avec lequel je dois entrer en communion. Sa laideur doit engendrer quelque chose dans mon esprit. Je sais alors que je suis en train de rêver et que j'ai le pouvoir d'orienter mon rêve. Je décide de travailler sur le monstre afin de le transformer en divinité positive. J'y parviens. L'in-bûche acquiert une belle stature, des traits clairs, et devient un être divin, indescriptible, semblable à une sculpture vivante. Je sors d'entre les lits et m'allonge sur le dos au centre de la pièce. Je sais que je dois être inséminé par le dieu. Je cherche ma féminité et lève donc les jambes. Un tube transparent, long d'une 40aine de centimètres, sort d'entre les jambes du dieu. Je décide de me rendre sans résistance pour qu'il introduise le tube entre mon sexe et mon anus. Cet endroit du périnée que le tantra nomme chakra Muladhara. Je n'ai pas de vagin et ne cherche pas à subir une pénétration anale. Le dieu s'agenouille entre mes jambes, ouvertes, et commence à s'introduire. Son organe monte le long de ma colonne vertébrale jusqu'à ce que je le sente entrer en mon cerveau. Ma conscience éclate. Ouf, impressionnant. Si vous qualifiez d'orgasme féminin cette explosion cataclysmique, alors oui, Gilles, je l'ai vécu, et ce fut une sensation merveilleuse. Je me suis sentie très émue de me faire posséder par un dieu créé à partir de ma propre monstruosité. Par la suite, je me suis attachée à réaliser des désirs inassouvis dans l'état de veille, en particulier, bien sûr, des désirs sexuels. Je me suis livrée en rêve à de fantastiques orgies avec des femmes moitié humaines, moitié panthères. Permettez-moi cette fois encore de vous lire les notes prises après l'un de mes rêves. Je voudrais en effet insister sur un point. Avant de parvenir au rêve lucide où je contrôlais les images, il me fallait triompher d'une série de difficultés qui se présentaient comme autant d'épreuves initiatiques au terme desquelles j'allais mériter le droit d'être le maître de mes rêves. Le passage suivant, extrait de mon carnet, illustre bien cet aspect de la démarche. Je me trouve dans un monde industriel, sans nature, composé uniquement d'immeubles. C'est la frontière. Je n'ai pas de papier d'identité. 3 soldats m'empêchent de passer. Je saute par-dessus la barrière et commence à courir, poursuivi par les militaires. Après avoir ouvert les portes d'un garage, j'arrive devant un puits profond de milliers de kilomètres. Au bord de cet abîme, je deviens conscient que je rêve. Les poursuivants n'existent plus. Je décide de me jeter au fond, sachant qu'il ne peut rien m'arriver. Je saute et commence à tomber à grande vitesse. Je ne ressens aucune frayeur. Je me mets à penser à arrêter ma chute. La chute cesse. Sur le mur apparaît une porte. J'entre et me trouve devant l'entrée d'une cathédrale. Je ressens que j'ai le pouvoir magique de faire jaillir ce que je désire devant mes yeux. J'ai alors la tentation de réaliser une expérience érotique.
Je crée 3 femmes bêtes, mi-panthère, mi-femelle humaine, comme accroupies ou à 4 pattes. J'en embrasse une sur la bouche et ses longues lèvres semblent les nymphes d'une vulve. J'essaie d'introduire mon index dans leur sexe sous leur queue. J'en possède une tandis que les autres me griffent agréablement et je tente de parvenir à l'orgasme. Je cesse d'être lucide et le rêve m'absorbe pour finalement se muer en cauchemar. Je me réveille le cœur battant. Mais où réside la dimension initiatique de ces expériences ? Dans le fait que dès que je commençais à faire l'amour avec toutes ces femmes animales, le désir me happait, si bien que je perdais la lucidité et que le rêve échappait à mon contrôle. J'avais oublié que je rêvais. Idem pour la richesse. Dès que la fascination de l'argent me happait, mon rêve cessait d'être lucide. Chaque fois que je tentais d'assouvir mes passions humaines, le scénario m'absorbait et je perdais toute lucidité. Ce fut une grande leçon. J'ai compris que dans la vie, comme dans le rêve, pour rester lucide, il fallait être détaché, agir sans être identifié à l'action. Voilà un vieux principe spirituel dont le rêve lucide m'a rappelé l'importance. Le désir et la peur sont, comme l'affirment toutes les traditions, les 2 faces de notre identification. Justement, le rêve m'a aussi montré comment me comporter face à mes frayeurs. Fut une période où je faisais souvent le même cauchemar. Je me trouvais dans un désert quand surgissait de l'horizon, comme un immense nuage de négativité, une entité psychique décidée à me détruire. Je me réveillais avec un hurlement tout en sueur. Un jour, j'en ai eu marre et ai décidé de m'offrir en sacrifice à cette entité. Au plus fort du rêve, dans un état de terreur lucide, je me suis dit « Ok, j'arrête de vouloir me réveiller, tu n'as qu'à venir me détruire. » L'entité s'est approchée puis, d'un seul coup, a disparu. Je me suis réveillé quelques secondes pour me rendormir d'un sommeil très paisible et réparateur. J'ai alors compris que nous alimentons nous-mêmes nos propres peurs. Ce qui nous fait peur perd tout pouvoir sur nous dès lors que nous lâchons prise. C'est l'un des enseignements classiques du rêve lucide. J'ai ainsi pu à plusieurs reprises éroder ma peur du trépas en traversant ma propre mort. Pourriez-vous me donner d'autres exemples de ce processus ? Bueno, il me suffit de consulter mon cahier. Écoutez. J'ai une énorme envie d'uriner. Je sens l'accumulation de liquide dans ma vessie. Dans une baignoire blanche, je pisse un gros jet de sang. Je sais que c'est grave, mais ne m'inquiète pas. Je me dis, le liquide est rouge parce que je fais trop d'efforts. Je ne peux pas cesser d'uriner. Par contre, je peux me relâcher et par ma volonté transformer le rouge en jaune. À aucun moment je ne m'autorise à me laisser gagner par l'angoisse. Peu à peu, je transforme la couleur. Puis le cauchemar me domine à nouveau, et de nouveau j'urine du sang. Je reprends le contrôle du rêve sans jamais perdre mon calme, et le jet devient définitivement ambré. Autre rêve. Je suis dans un café sur une place publique, assis dans un coin parmi les autres clients. Soudain, au milieu de la terrasse, un garçon barbu, fou et agressif, sort un pistolet. Avec un éclat de rire inquiétant, il l'appuie sur la tempe d'un camarade. Indigné, je me lève et lui dis qu'il devrait faire preuve de plus de délicatesse. Je lui rappelle que mon ami a auparavant tenté de se suicider en se tirant une balle dans la tête et risque donc d'être traumatisé par cette blague détestable. Le fou me regarde et me met en joue en murmurant d'un ton sadique. « Alors, et maintenant ?» Il s'attend à ce que je tremble, mais je n'ai pas peur. Le fou tourne autour de moi sans que je m'en émeuve. Je sais qu'il ne tirera pas et le lui dis. « Tu ne le feras pas. »« Et pourquoi ?» me demande-t-il. « Parce que je suis trop petit pour ta folie des grandeurs. » Je sais en effet que ce fou, omnibulé par son propre esprit, ne pourra vraiment s'intéresser au mien au point de chercher à m'anéantir. Je me réveille heureux. Ce qui aurait pu être un cauchemar ne m'a pas effrayé. Autre rêve dans lequel j'apprivoise mon monstre. Je marche sur un terrain vague et parviens à un trou circulaire semblable à une immense bouche d'égout. Surgit un monstre géant, horrible, d'environ 20 mètres de haut. Je dépasse immédiatement mon dégoût car je sais que cette hideuse créature est une partie de moi, une obscure énergie de mon esprit. Je décide de ne pas le détruire mais de le transformer. Il se couvre alors de plumes blanches, devient lumineux, déploie 6 ailes et s'élève. Devenu une très belle entité angélique, il me propose de m'emmener avec lui dans le cosmos. Je surmonte de suite cette tentation. L'ange est une énergie lumineuse de mon esprit qu'il me faut absorber. Je fais en sorte qu'il me couvre puis l'aspire par tous les pores de ma peau. À présent, c'est moi qui, devenu un être d'énergie et de lumière, m'élève tranquillement. Je me réveille plein de joie. Maintenant, écoutez ce rêve très poétique où je me suis vue entrant yeux grands ouverts au royaume des morts.
Je suis dans l'antichambre de la mort. Assis devant moi sur un banc se trouve le chanteur Carlos Gardel, décédé il y a 40 ans. Je le salue et lui dis « Allez, courage, décide-toi à mourir. » Nous passons dans une autre pièce où se trouve une porte donnant directement sur la mort. Un portier lugubre palpe tous ceux qui se présentent et décide s'ils vont ou non franchir l'ultime porte. Avant nous arrivent 2 adolescents. Après les avoir fouillés, le portier les refoule et ils s'en vont, désolés d'avoir à vivre encore. Gardel est déclaré mort, c'est à présent mon tour. Le portier me palpe et me déclare décédé. Carlos Gardel hésite, il a peur, et je lui dis « Quelle importance, tant mieux, maintenant nous allons vraiment savoir ce qu'il y a derrière cette porte. » Fermement décidé, je le pousse afin qu'il pénètre avec moi dans cette dimension. En passant la porte, le chanteur disparaît dans une explosion de lumière. À peine ai-je traversé la frontière de la mort que je me retrouve en un paysage de vertes collines. J'y suis en compagnie de personnes fort agréables. Je lance en l'air des enveloppes de papier vides qui retombent pleines de sucreries et d'objets précieux. Je peux provoquer des miracles car je domine cette dimension et sais que les enveloppes lancées en l'air retomberont toujours pleines. J'offre des cadeaux aux personnes qui m'accompagnent et me réveille en me sentant très content. Et enfin, un dernier rêve parmi beaucoup d'autres où je me trouve une fois encore confronté au monstre. Je dois traverser un souterrain sombre, au sol, en terre battue. Un inconnu m'attend pour me faire passer. Je devine dans la pénombre la présence d'un animal. Je sais qu'il s'agit d'une panthère noire, et que l'inconnu en est le dompteur. Il me fait signe de traverser directement, sans crainte. Je suis ses indications, mais la panthère me saute dessus, me jette à terre, et avec les griffes de ses pattes avant, immobilise ma tête. Elle me mordit le crâne sans me blesser, à la manière d'un chat jouant avec sa souris. Je vois le visage décomposé du dompteur qui, me voyant à la merci de son fauve, se sent impuissant. Cependant, à aucun moment je ne m'effraie. Sans bouger, je la laisse de sa gueule me caresser les cheveux. Je sais que je dois m'abandonner, faire un avec elle, accepter la situation avec amour, me dissoudre dans la panthère. Je me mets à vibrer d'amour et deviens un avec elle. À cet instant, la panthère disparaît. Je me relève, traverse le souterrain et vais voir mon chemin. Je me réveille plein de joie. Si je comprends bien, vous avez appliqué les enseignements dispensés en rêve dans le cours de votre vie diurne et les avez par la suite intégrés à la pratique de la psychomagie. Tout à fait. Je me suis efforcé d'être au jour le jour fidèle à ce qu'il m'avait été donné de comprendre en rêve. Car, à quoi bon recevoir des enseignements si on ne les applique pas au cœur des difficultés quotidiennes? Un enseignement ne devient opérant, n'acquiert toute sa force transformatrice qu'à partir du moment où on l'applique. Pourriez-vous me donner un exemple d'application dans le quotidien d'un principe perçu en rêve? Bueno. Ainsi que je vous l'ai dit, le rêve lucide m'avait enseigné à braver le monstre. Il est permis de fuir tant que l'on ne se sent pas de taille à lui faire face. Mais vient un moment où l'on doit le regarder dans les yeux. Or, il est fréquent que le monstre ainsi bravé se mue en un allié. Notre peur alimente l'adversaire, tandis que notre volonté de lui faire face avec amour le désarme, voire le retourne complètement. Lorsque je tournais la montagne sacrée au Mexique, il y eut des rumeurs scandaleuses. Comme je tournais devant une cathédrale, on disait que j'y avais fait célébrer des messes noires. On murmurait aussi que je ridiculisais l'armée et la police mexicaine. Un jour, 2 policiers m'interpellent et me disent « Le ministre Intel veut vous voir ». Ils m'emmènent donc dans le bureau de ce ministre qui me tient à peu près ce langage. « Écoutez, Jodorowsky, le président vous connaît très bien. Il admire ce que vous faites. Vous avez en lui un ami. Mais attention !» De même qu'un gouvernement peut être un très grand ami, il peut, si on lui déplaît, devenir un ennemi redoutable. Ne faites figurer aucun uniforme dans le film, supprimez tous les symboles religieux et vous vivrez en paix. Au Mexique, de tels propos de la part d'un ministre étaient l'équivalent d'une menace de mort. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai entendu des voix crier dans le jardin. « Attention, Jodorowsky, nous allons te faire la peau !» Il y avait au Mexique un groupe paramilitaire composé de jeunes gens appelés les Faucons qui se chargeaient des sales besognes.
Comprenant que tout cela risquait de très mal tourner, j'emmenai dès le lendemain toute ma famille aux États-Unis et décidai d'y terminer le tournage. Cependant, je ne voulais pas que ce ministre demeure pour moi un ennemi, ni qu'une menace de mort traîne quelque part dans mon inconscient. Une fois le film terminé, j'ai rassemblé toutes les bonnes critiques de La Montagne Sacrée, parées en Europe et aux États-Unis, me suis rendu au Mexique et ai demandé une audience au ministre qui m'en voulait de m'être enfui avec toute mon équipe. Je lui ai alors dit, en lui tendant les coupures de presse: regardez ce que mon film fait pour le Mexique. On en parle dans le monde entier. Constatant que j'avais osé me remettre dans la gueule du loup, il a souri et m'a donné une claque dans le dos. C'est bien, Jodorowsky, tu es courageux, je te félicite. Non seulement il ne m'a plus fait d'ennui, mais j'ai même eu droit à des cadeaux. Voilà une anecdote véridique qui montre à quel point il est parfois salutaire d'oser braver le monstre. Le principe essentiel, c'est, autant que possible, de ne jamais laisser un compte non réglé avec un ennemi. Car plus les choses restent à l'état latent, plus la haine se nourrit d'elle-même au risque de proliférer. Une bombe avec une longue mèche peut mettre des années à exploser, mais le jour où la déflagration se produit, les dégâts sont considérables. Il convient donc de désamorcer la bombe, de ne pas laisser des menaces de mort traîner autour de soi et dans son inconscient. Donc il faille tuer l'adversaire en question, il s'agit plutôt de le retourner, de s'en faire un allié. Un autre principe du rêve lucide consiste à changer consciemment le contenu du rêve. Comment l'avez-vous appliqué dans le cours de votre existence diurne ? Eh bien, par exemple, je vous ai dit à quel point j'aimais dans mes rêves changer le décor, passer de l'Afrique aux États-Unis. Par exemple, transformer l'environnement. De même, j'ai compris que je ne devais en aucun cas être prisonnier d'un décor, d'un cadre, dans ma vie de tous les jours. La réalité quotidienne n'est pas rigide, ou ne l'est que dans notre tête, dans la conception que nous en avons. Si nous nous sentons à l'étroit, las de toujours évoluer au sein du même environnement, libre à nous de le changer. Qui dit que c'est impossible ? Le rêve lucide m'a appris à me mouvoir à l'intérieur d'une réalité souple où toutes les mutations, toutes les transformations peuvent survenir à tout moment. Cela ne dépend que de mon intention. Dans le rêve lucide, la seule intention de me trouver en Afrique parmi les troupeaux d'éléphants m'y transportait. Dans cet autre mode de rêve qu'est la réalité, c'est aussi mon cerveau, la représentation que je me fais du monde qui mène le jeu. La réalité, entre guillemets, n'existe pas en elle-même. Un instant, après instant, je crée ma réalité heureuse ou cauchemardesque, monotone ou passionnante. Exemple, l'autre jour en arrivant chez moi, vous avez dû remarquer que j'avais tout changé. J'étais fatiguée de ce vieux décor. Aussi ai-je acheté de nouveaux meubles et mis dans la rue tout ce qui se trouvait auparavant dans la maison, et dont je ne voulais plus. Cette évacuation est devenue une sorte de fête. Les gens ont commencé à se servir. Quelques jours plus tard, des voisins m'ont apostrophé. « Ah, nous vous connaissons !»« Tiens, ai-je répondu, comment me connaissez-vous ? Par mes bandes dessinées ? Par mes films ? Par vos ordures !» ont-ils répliqué. Nous avons récupéré devant chez vous des choses incroyables. Bref, j'ai non seulement changé de décor, mais aussi quelque peu transformé l'atmosphère de mon quartier. Ok, Alexandro, mais il est tout de même plus facile si l'on dispose d'un peu d'argent de changer de meubles que de se transporter parmi les éléphants d'Afrique. Non, le principe fondamental est le même. Cela se passe dans la tête, dans notre conception de la réalité. On peut subir la réalité comme un cauchemar, et Dieu sait que, dans l'ordre du pire, tout peut arriver. Mais c'est dans cette même réalité que l'on peut devenir lucide et accomplir des actes susceptibles de transformer le terrain négatif en contexte positif. Certains diraient que cela se passe dans le portefeuille. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez effectivement prendre un jet et aller en quelques heures en Afrique ou à New York. Oui, mais on attire sa vie, votre vie correspond à la conception que vous en faites. Bueno, par exemple, je n'ai jamais été milliardaire, ni même très riche, mais j'ai toujours appliqué dans ma vie diurne le principe du rêve lucide. Pourquoi ne pas se transporter ailleurs ? J'ai donc attiré des circonstances favorables lorsque j'en éprouvais un réel besoin. L'autre jour, j'avais envie de m'offrir une petite escapade. On m'avait invité à un festival de cinéma à Chicago. Je m'y suis donc rendu secrètement pour 3 jours. Parti le vendredi, je suis revenu le dimanche, personne ne l'a su. Je me souviens qu'un jour, un ami milliardaire m'a demandé « Que fais-tu de cette fin de semaine ?» Rien, ai-je dit. « Veux-tu aller à Acapulco ?» Et hop, son jet privé nous a emmenés à Acapulco pour le week-end. À vous entendre, cela paraît très simple, mais tout le monde ne fréquente pas des milliardaires. Écoutez, vous êtes en train de me tirer les verres du nez, mais vous savez aussi bien que moi, par votre propre expérience, que chacun crée sa réalité. J'avais besoin de partir en week-end, à l'autre bout du monde. J'étais intimement convaincu de la souplesse de la réalité,
Et celle-ci m'a envoyé un milliardaire avec un jet privé. Voilà tout. Vous, ce que vous aimiez dans la vie, c'était rencontrer des sages et écouter du rock'n'roll. Vous aviez vraiment envie de concilier ces deux aspects de votre existence, en apparence assez éloignés. Eh bien, comme vous ne vous faisiez pas une idée rigide de la réalité, vous avez attiré les circonstances adéquates et vous vous êtes finalement retrouvé en Arizona à suivre en tournée un vrai sage qui, non content d'avoir créé un ashram, est aussi à la tête d'un groupe de rock'n'roll. Sans doute n'y en a-t-il qu'un seul sur la planète. Il était juste là, très peu connu aux États-Unis et totalement inconnu en Europe, mais la magie de la vie vous l'a tout de même envoyé. Ou bien quand vous étiez adolescent, vous alliez voir mes films et collectionner les articles sur moi. Eh bien, voilà, nous sommes aujourd'hui amis et nous nous amusons à faire des livres ensemble. Dans votre innocence et votre détermination, vous avez attiré ces circonstances statistiquement peu probables. D'accord. Écoutez, laissez-moi vous raconter une autre histoire. En 57, bien avant que je ne théorise tout cela, j'ai demandé à ma femme « Où aimerais-tu aller passer tes vacances ?» « J'aimerais beaucoup aller en Grèce, m'a-t-elle répondu. « Très bien, ai-je répliqué, nous irons en Grèce. »« Mais comment? Nous n'avons pas un sou. »« Nous irons en Grèce. » À ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte de la chambre de bonne où nous demeurions. C'était un ami membre d'un groupe de musique sud-américaine très connu à l'époque, les Guaranis de Francisco Marin. Il me dit « Écoute, nous devons partir en tournée en Grèce dans 3 jours pour y donner des spectacles folkloriques et l'un de nos danseurs vient de tomber malade. Voudrais-tu le remplacer ?»« Mais je ne connais pas ces danses. Aucune importance, ma femme va te les enseigner. » J'ai donc sur le champ appris 2 danses, Maile Chico et Carnavalito. Puis nous sommes bel et bien partis pour la Grèce. Après cela, comment ne pas considérer la réalité comme un rêve qu'il nous appartient de créer au fur et à mesure? Je suis d'accord sur le principe, mais vos anecdotes et la manière dont vous les exprimez me paraissent susceptibles de prêter à confusion. Après tout, la Terre est peuplée de gens qui ne demandent qu'à réaliser leurs rêves, sans se donner trop de mal. Or, l'expérience montre que désirer n'est pas tout, encore faut-il mériter. Ce que vous venez de dire me paraît très important. Bien sûr, ces choses que je raconte me sont arrivées, et je puis dire que ma vie est à la mesure de mes rêves les plus fous. Je crois vraiment à la magie de la réalité. Mais pour que cette magie soit opérante, il convient de cultiver en soi un certain nombre de qualités, parfois contradictoires, du moins en apparence. L'innocence, la maîtrise, la foi, le courage. Mettre cette magie en mouvement demande beaucoup d'audace, de pureté aussi, et un profond travail sur soi. J'insiste donc sur le fait que j'ai consacré mon existence à me parfaire, à me connaître, à me rendre intérieurement disponible. Il importe de ne jamais perdre de vue toute la discipline sans laquelle cette approche de l'existence ne serait qu'une illusion. La vie n'est pas là pour satisfaire les désirs du premier paresseux venu. Elle ne nous comble que dans la mesure où l'on s'abandonne à elle et où l'on s'efforce de dépasser son égocentrisme.